messieurs, bonsoir. Vous le savez, deux juges de la Cour constitutionnelle n'ont pas prêté serment hier au Palais de la Nation alors qu'ils venaient d'être nommés à la Cour des cassations. Comment trouvez-vous cette réaction de ces deux juges qui ont voulu rester à la Cour constitutionnelle pour terminer leur mandat? Qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Des questions auxquelles on va répondre dans cette émission. On va également parler de cette démarche des 13 personnalités politiques par rapport aux réformes électorales. Est-ce que ces réformes vont conduire à un glissement au-delà de 2023 pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir? Nous en parlons avec Dieudonné Moïse. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Dieudonné Moïse, vous êtes membre du Conseil national du PPRD, oui, communicateur du PPRD, communicateur du FCC. Tout à fait. Alors, vous êtes député national honoraire du Parti du Peuple pour la Reconstruction, qui était un parti présidentiel hier. Aujourd'hui, vous êtes avec un partenaire, c'est l'UDPS, qui est comme parti présidentiel. Alors, avec vous, nous parlons de ces deux juges qui n'ont pas été à la prestation serment hier. Comment avez-vous considéré que des juges soient nommés 10 jours après, ils réagissent, ils écrivent au président de la République et puis ils ne prêtent pas serment? Monsieur Ambroise, je dois vous dire sincèrement que la question que vous évoquez, elle est tellement importante qu'elle préoccupe plus d'un Congolais. Lorsque l'on voit les feuilletons tels qu'ils se déroulent jusqu'à la journée d'hier, on a tendance, dans une certaine opinion, de croire que ce qui s'est passé serait un scandale. Bon, les autres pensent que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Mais je crois qu'au-delà de ce comportement affiché hier par les deux juges de la Cour constitutionnelle, mais qui ont été nommés à la Cour de cassation, c'est qu'il faut quand même lire aussi leurs lettres, puisque vous avez dit qu'ils ont réagi. Moi-même également, dans les réseaux sociaux, sur le net, j'ai lu pas une réaction comme telle, je pourrais dire, c'est un recours auprès du président de la République. Hein, c'est-à-dire qu'ils expliquent un peu plus ou moins comment ils ont accueilli cette nomination. Ils pensent qu'ils ont été d'abord surpris comme tout le monde. En cette date, je crois, du 17 juillet 2020, le 17 juillet dernier, ils ont été surpris comme tout le monde d'apprendre qu'ils ne peuvent plus siéger à la Cour constitutionnelle et qu'ils doivent aller à la Cour de cassation comme président, bien sûr. Mais aussi, ils évoquent certaines de leurs correspondances qu'ils auraient écrites autrefois, adressées avec copie réservée au président de la République, pour dire qu'ils aimeraient rester à la Cour constitutionnelle et poursuivre leur mandat de 9 ans. Mais aussi, au-delà de ça, dans la foulée, ils ont dû évoquer certaines dispositions constitutionnelles qui sous-tendent leur démarche ou leur recours, mais ils ont aussi évoqué certaines dispositions même de certaines lois de ce pays, notamment la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais aussi la loi portant statut de magistrature. Ils ont évoqué aussi plusieurs lois comme ça. Mais je voudrais vraiment que l'opinion note d'abord que ces deux juges de la Cour constitutionnelle étaient en plein mandat et que leur mandat, en principe, devait courir jusqu'en avril 2021. Bon, ce qui est arrivé, nous savons bien que le chef de l'État a son pouvoir discrétionnaire, mais ceux qui ont reçu mandat d'être des hauts juges de la Cour constitutionnelle pensent qu'ils devaient d'abord rester dans cette cour et poursuivre leur mandat jusqu'à la fin. Mais comme vous le savez, puisqu'ils évoquaient également dans leur courrier, je crois l'article 158 de la Constitution, qui prévoit réellement les mécanismes de renouvellement des juges au sein de la Cour constitutionnelle. Mais eux pensent que ça ne pouvait pas se passer ainsi, puisque d'abord, ils ne sont pas encore arrivés à l'échéance de ce renouvellement, puisque cette échéance, c'est l'année prochaine en avril, ça c'est de 1, mais de 2, ils pensent qu'ils appartiennent à un même groupe, ils sont issus d'un même groupe, et que l'on ne pouvait pas les renouveler tous deux au même moment. Je voudrais qu'on rappelle ici que
la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit que les 9 cours doivent venir de 3 groupes. Les 3 viennent de l'Assemblée nationale ou du Parlement, les 3 autres viennent de la présidence de la République et les 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ils pensent qu'ils sont issus des mêmes groupes et comme la loi prévoit le renouvellement après chaque 3 ans de 3 juges, ils pensent qu'eux ne pouvaient pas être renouvelés tous 2 au même moment, puisque la loi prévoit que chaque fois, vous comprenez la logique, il y a 3 groupes dont sont issus ces 9 juges, et on doit renouveler après chaque 3 ans 3 de ces juges. Donc ça veut dire qu'on doit renouveler un juge dans chaque groupe. Mais ici, elles sont du même groupe. Et ils pensent que bon, ça ne pouvait pas se passer comme ça et qu'il fallait faire autrement. Et d'ailleurs, ils vont même jusque très loin. Ça c'est la compréhension de leur... C'est leur compréhension. C'est leur compréhension. Oui. Et moi, ici, je viens simplement faire un effort pour comprendre avec l'opinion, vos téléspectateurs, qu'est-ce qui a guidé leur démarche et leur action. C'est-à-dire... ils évoquent même... Ils font des leçons au président de la République. Non, en principe, ils ne doivent pas faire des leçons. Mais comme vous savez, quand on introduit un recours... C'est l'impression que ça donne. Non, non, on ne fait pas des leçons. Même un étudiant, lorsqu'il introduit un recours auprès d'un professeur, après une délibération, il ne fait pas des cours à un professeur. Mais il fait recours pour faire comprendre au professeur que la note que vous m'aviez donnée n'est pas celle-là, mais ça pouvait être une autre note. Mais tout dépend toujours de l'appréciation du professeur. Ça ne peut pas être compris autrement, soit comme un dénigrement, soit un défi ou une leçon que l'on pourrait donner à un professeur. Non, loin de cela. Mais alors, ils pensent qu'ils ont un statut particulier et en tant que juge. Et là, j'ai lu la loi, moi, personnellement, je crois que c'est une ordonnance qui donne le statut particulier des juges, mais ils pensent qu'ils ne peuvent pas être comparés aux autres magistrats, puisqu'en principe, ils ne sont pas dans les ordres des autres juridictions, mais ils ont un statut particulier. Et là, la loi les reconnaît vraiment. Même la Constitution le dit clairement, qu'ils ont un statut particulier. Est-ce qu'ils ne se font pas donc, à un niveau... C'est un peu ça leur démarche. Est-ce qu'ils ne se font pas à un niveau juge parti, eux qui sont des magistrats de carrière, à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature, même s'ils viennent d'un groupe, s'ils venaient de l'Assemblée nationale, bien entendu, mais ils sont à la disposition du Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce qu'ils ne se font pas juger parti lorsqu'ils sont à cette disposition, on les nomme, on l'envoie, on les permute, mais ils prennent position? Je crois que c'est ça la confusion qui se crée, hein, M. Ambroise, c'est ça la confusion qui se crée. Pourquoi? Puisqu'on pense qu'ils sont membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne sont pas membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est leur président qui est seul membre du Conseil supérieur de la magistrature. Mais qui en est même d'ailleurs président. Ils dépendent du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, ils ont évoqué ça dans leur courrier en disant que lors de leur nomination, pas simplement qu'ils n'ont pas été consultés, mais aussi ils pensent que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été consulté. Donc ça, ce sont leurs arguments. Les informations qui fuitent dans les réseaux sociaux, on estime que les Conseil supérieur de la magistrature avait été consulté justement, et c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui leur a refusé, juste en réaction à leur lettre, de ne pas prêter serment. Là, vous parlez de votre source, M. Ambroise, mais moi, je pense que j'ai sérieusement essayé de fouiner. Je me suis rendu compte que lors des dernières nominations des magistrats ou des juges de la Cour de cassation, j'aurais appris que le Conseil supérieur n'avait pas été consulté convenablement. Moi, j'ai cette source-là, mais aussi... vous croyez à votre source? Non. Ah oui, puisque je connais du moins la fiabilité et la confiance que j'accorde à cette source. Je pense qu'elle est digne de foi. Mais aussi, lorsque j'entends les magistrats eux-mêmes évoquer ce cas, ça me réconforte dans ma position par rapport à cette confiance vis-à-vis de la source. Puisqu'il ne faut pas aussi qu'on dise autrement, qu'on pense que ces juges sont des vanipiers ou des gens de la rue. Il s'agit des hauts juges de la République. Et il s'agit des hauts juges de la haute cour de notre pays. Puisqu'au-delà de la Cour constitutionnelle, il n'y a plus d'autres cours. Bon, ils pensent qu'ils se sentent mieux là-bas et qu'ils ont un mandat à couvrir et qu'ils ne peuvent pas aller dans une autre juridiction comme la Cour de cassation. Ils finiront par partir, non? Non, mais je crois qu'au-delà de ça, M. Ambroise, il faut que l'on lise aussi le texte, puisque il faut avouer que les juges
de la Cour constitutionnelle jouissent de ce qu'on appelle les droits d'inamovibilité. D'inamovibilité. Oui, alors c'est l'article 150, je crois, de la Constitution, le dernier alinéa, qui dit ceci: les magistrats du siège est inamovible, c'est ce que je disais, le principe d'inamovibilité. Il peut être déplacé par une nouvelle nomination ou à sa demande, ou par rotation motivée décidée par le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ici, ils ne sont pas fait mandat. Donc la nouvelle nomination qui tombe n'est pas une nouvelle nomination. Mais la disposition que vous venez de lire parle de cette permutation, justement. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Par une décision motivée par les conseils supérieurs de la magistrature. Oui, mais cette décision... Elle pense que cette décision n'a pas été motivée. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Oui, oui, mais il fallait les convaincre. Puisqu'en principe, dans l'ordonnance qui nomme ces deux juges, il fallait que l'on fasse allusion à cette décision motivée de la Cour suprême du Conseil supérieur de la magistrature. Mais les ordonnances, ou l'ordonnance du chef de l'État, ou les ordonnances qui nomment ces deux juges, ne font pas allusion à cette décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature. Ça aussi, c'est un problème. Comment trouvez-vous le fait que le professeur Banyankou, un ancien juge de la Cour constitutionnelle, a quand même réagi par rapport à ça? Il a dit qu'il s'est retrouvé dans la même situation. Le problème est politique et non juridique. Donc à l'époque, ils étaient obligés de démissionner. Il a demandé à Oboulou et Kilomba de faire la même chose. Non, je crois qu'il ne faut pas que l'on se fasse prévaloir de ses propres turpitudes. Vous savez, le cas que vous évoquez du professeur Banyakou, c'est un cas que nous connaissons. Ils étaient d'ailleurs à deux avec notre professeur, je crois, Sambo. Mais ils ont dû démissionner. Il ne faut pas dire après une démission que vous avez été forcé à démissionner. Puisqu'en principe, la démission, c'est un acte volontaire. Il n'est jamais reconnu qu'une démission est un acte forcé. Et lorsqu'on vous force et vous acceptez, c'est que vous avez concédé, c'est que vous avez accepté. Et lorsque vous avez accepté, ne venez pas plus tard pour dire que vous avez été forcé. Hein, ça, je crois que c'est la définition claire et la compréhension claire de cette terminologie. La démission est un acte volontaire. Et quiconque a démissionné ne peut jamais revenir un autre jour dire qu'il a été forcé. À ma connaissance, du temps où ils avaient démissionné, nous l'avions tous entendu qu'ils avaient démissionné d'eux-mêmes. C'est comme aujourd'hui quand on parle de la démission du juge Luamba. Bon, les gens peuvent dire qu'il a été, forcé à la démission, même si lui-même dit qu'il ne reconnaît pas la démission, mais ce sont des thèses qui ne peuvent pas tenir. Il y a une démission ou il n'y en a pas. Et lorsqu'il y a une démission, c'est que c'est un acte volontaire. Point et trait, on se limite là-bas. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait arriver à ces deux juges? Qu'est-ce qui pourrait arriver à ces deux juges? Dans les réseaux sociaux, on parle d'une éventuelle révocation. Bon, vous savez, moi j'ai toujours confiance en la sagesse du chef de l'État. Vous savez, lorsque l'on est à la place où se trouve aujourd'hui le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est-à-dire comme magistrat suprême d'ailleurs lui-même, gérer un pays à beaucoup de sensibilité comme celui-ci, je crois qu'il faut beaucoup plus de sagesse et ça je ne peux pas le dénier. Je sais que c'est un monsieur sage. Donc je pense qu'il s'agit d'une autorité qui va attirer, qui va accorder une attention attentive au recours de ces juges et ne pas aller dans ce que j'entends comme en faire quoi? spéculation. Pour les garder à la Cour constitutionnelle alors qu'ils ont déjà été remplacés par d'autres. C'est un peu ça qu'ils disent, ils ont été surpris. Ils ont été surpris puisqu'au même moment qu'ils sont nommés, au même moment on les a remplacés. Donc ils le disent ouvertement. Je crois que le chef de l'État va user de sa sagesse pour voir qu'est-ce qu'il peut faire, puisqu'en principe, il s'agit quand même des hauts juges de la République si on qui vous ont demandait un conseil l'État. Au chef de l'État, si on me demandait son ordonnance qui a nommé les deux remplaçants. Non, je crois que c'est toujours un peu difficile. Vous savez, un acte du chef de l'État comme celui-là, lorsqu'il l'a pris, c'est-à-dire en les remplaçant par d'autres et en les nommant ailleurs, le chef de l'État lui demandait de revenir sur son ordonnance, ce n'est pas toujours facile aussi. Je sais que c'est un acte de haute portée politique et que lorsqu'il peut faire marche arrière, ça peut avoir d'autres conséquences politiques également. Mais ce que moi j'ai dit simplement, c'est que le chef de l'État a la possibilité de procéder peut-être à d'autres nominations. Mais cette fois-là, avec consultation au préalable et des intéressés et de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être en prenant ce qu'il venait de nommer aujourd'hui,
mais les nommer peut-être ailleurs, c'est aussi possible, puisqu'une nouvelle nomination devra abroger l'ancienne nomination. C'est aussi des choses possibles, comme ça il pourra permettre, pour le laps de temps qui va jusqu'en avril 2021, aux 2 juges qui ont introduit un recours auprès d'eux, de pouvoir subir les sorts du tirage au sort qui devra se faire au mois d'avril 2021. Je crois qu'à ce moment-là, il aura au même moment écouté et les 2 juges de la Cour constitutionnelle qui, en principe, n'ont pas accepté d'aller à la Cour de cassation, mais il aura en même temps aussi écouté les 2 autres juges qu'il venait de nommer à la Cour constitutionnelle en remplacement de ces 2 juges. Je crois que, M. Ambroise, c'est qu'il faut noter, puisque j'ai entendu les gens dire pourquoi ils n'ont pas été à la prestation de serment, comment, pourquoi, mais il faut avouer qu'ils ont d'abord écrit leur lettre de recours avant la prestation de serment. Et lorsqu'on a introduit une lettre de recours auprès d'une autorité, on ne peut pas au même moment poser un acte contraire à cette lettre de recours. Donc tout logiquement, il ne pouvait pas être à la cérémonie de prestation de serment au même moment qu'il venait d'introduire une lettre de recours. Et je crois que même le président de la République ne pourra pas leur en tenir rigueur puisqu'il avait déjà réceptionné, si pas lui-même, soit au niveau de ses services, le recours de ces 2 juges de la Cour constitutionnelle. Dieudonné Moïse, nous rappelons que vous êtes du PPRD, du Conseil national du PPRD, député national honoraire du PPRD, communicateur du FCC. On accuse le FCC d'être derrière cette histoire-là du juge. On l'accuse d'être là pour tirer les ficelles, bloquer le président de la République. Laissez-moi un peu en rire, M. Ambroise. Non, je crois qu'il y a beaucoup de soupçons aussi que les gens font inutilement. D'abord, moi, tel que je vous parle, comme cadre important du PPRD, communicateur du FCC, je ne connais même pas ces 2 juges. Et je ne les ai jamais vus ni au parti, ni à notre regroupement politique, le FCC. Donc on ne les connaît même pas. Mais je pense aussi que il est important de dire des choses ouvertement, que lorsque quelqu'un pose son problème en termes de recours, il ne faut pas toujours politiser cela. Je crois qu'ils sont dans leurs droits, ils ont été nommés et ils ne sont pas politiques. Ils sont des techniciens. Ils viennent de l'ancienne Assemblée nationale. Oui, mais ils ne sont pas politiques. Ils ne sont pas politiques. Même désignés par l'Assemblée. Politiquement motivés. Non, non, ils ne sont pas politiquement motivés également. Et je crois qu'ils ont fait leur temps, bientôt ils vont faire, je crois, 6 ans, et ils ont travaillé d'arrache-pied à la Cour constitutionnelle, un organe purement technique, et je crois qu'il faut leur faire confiance. Il ne faut pas penser que tout ce qu'ils peuvent poser comme acte ne peut avoir qu'une portée politique ou ça ne peut que relever d'une manipulation d'une famille quelconque. Le FCC venait de marcher à la suite des nominations, le FCC avait marché, avait même déploré marché quoi? Non, nous avons marché pour soutenir les institutions de la République. Mais il est vrai que dans notre famille politique, d'abord, le Premier ministre qui est venu de notre famille politique, qui n'a pas reconnu les contreseins sur cette ordonnance ou ces ordonnances qui nommaient les juges à la Cour de cassation, ça c'est normal, il faut le relever, mais aussi ma famille politique, le FCC comme le PPRD, avait fustigé le fait que ce qui s'était passé n'avait pas d'une façon ou d'une autre concerné le Premier ministre qui en principe est le haut représentant de notre famille politique au niveau de l'exécutif. Oui, mais c'est là qu'on comprend un peu l'ombre du FCC. Non, nous avons marché, il ne faut pas qu'on fasse de l'amalgame. Nous avons marché pour soutenir toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Nous n'avons pas marché pour dire nous rejetons ceci ou nous acceptons ceci. Non, puisque tous ces gens qui ont été nommés dans cette 50aine d'ordonnances présidentielles, il ne faut pas qu'on dise qu'ils n'ont pas été valables. Il y en a beaucoup qui sont valables. Mais nous avons simplement exigé qu'une procédure correcte puisse se faire, puisqu'en principe, nous sommes dans une coalition, et dans une coalition, ça veut dire l'équilibre des forces politiques, et ça veut aussi dire une concertation large, chaque fois qu'il faut poser un acte d'une haute portée politique, comme celui-là, c'est-à-dire je parle des nominations de membres dans les cours aux tribunaux, mais je parle aussi des nominations de membres dans les forces armées. Il s'agit d'une action de haute portée politique que l'on ne peut pas renfermer autour de quelques individus, non, ou autour d'une famille politique. Il faut qu'une large concertation se fasse pour que tout le monde adhère à la décision qui sort. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir ce que l'on a vu, un communiqué du Premier ministre qui dit attention,
ces contre-saints, je ne les reconnais pas. L'intérimaire a outrepassé ses prérogatives, il est allé au-delà. Bon, vous comprenez ce que ça s'est fait. Et je crois que c'est ce qui a justifié même son absence hier à la cérémonie de prestation de serment au Palais de la Nation. Puisqu'au même moment qu'il dénonçait les contre-saints sur ces ordonnances, il était indélicat qu'il soit présent à cette prestation de serment ou à ce lieu où on recevait les serments de ces juges. On va passer au deuxième sujet, mais avant qu'on ne passe, la dernière question par rapport à ces deux juges. Vous estimez vraiment normal pour eux qu'ils soient nommés, permutés, mais qu'ils se proposent de faire un recours et de vouloir se maintenir, coûte que coûte, à la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a le lait et le miel qui coulent là-bas? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que lorsque moi je vois les missions reconnues à la Cour constitutionnelle, je ne vois pas les miels. D'ailleurs, ils ne tranchent pas les conflits tous les jours. Ils sont là spécialement pour interpréter les dispositions constitutionnelles et d'autres dispositions de la loi pour savoir si elles sont conformes à la Constitution. Je ne sais pas si c'est ce que vous pouvez appeler miel et sucre qui coulent. Je ne pense pas. Mais je pense aussi que nous sommes dans un État démocratique, M. Ambroise. Et le chef de l'État lui-même est foncièrement démocratique. Je sais de quoi je parle. Et je ne voudrais pas que l'on le rende dictateur. Non, il n'est pas dictateur. Il écoute d'ailleurs beaucoup de gens. Et lorsque quelqu'un a reçu une nomination, je crois que c'est aussi son droit légitime d'accepter cette nomination ou de faire un recours ou de même de la refuser. Vous pouvez être nommé aujourd'hui, mais vous pouvez dire « je refuse », mais vous n'aurez pas commis un crime pour dire qu'on peut vous pendre ou on peut vous condamner sur base de telles dispositions. Vous refusez la nomination et vous vous maintenez à l'ancien poste. Non, c'est-à-dire ils avaient déjà une nomination. Ils introduisent un recours pour dire, tel que nous lisons les dispositions, et notre loi organique qui porte organisation et fonctionnement de notre Cour constitutionnelle, mais ils ne se nomment pas eux-mêmes. Ils ne se nomment pas eux-mêmes. Vous dites? Ils ne se nomment pas eux-mêmes. Non, ils ne se nomment pas. Ils ne se nomment pas, mais ils ont été nommés. Ils ont déjà une nomination. Quand ils parlent, ce n'est pas dire que ce sont des gens de la rue, ce n'est pas vous comme moi. Non, ce sont des gens qui ont déjà une nomination, mais qui viennent d'en recevoir une autre. Mais qui sont encore en plein mandat et qui pensent que, bon, les enlever d'un mandat vers un autre, bon, auprès de l'autorité, ils font recours pour dire nous préférons rester dans tel mandat et ne pas aller dans l'autre mandat. S'il vous plaît, M. Ambroise, je voudrais vous dire que lorsque vous êtes député national, par exemple, et qu'on venait de vous nommer ministre de la République ou PDG d'une entreprise, vous avez un délai pour dire oui à cette nomination ou non à cette nomination. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire vous avez simplement agi selon vos droits légitimes. Nous sommes dans un état de droit et tout ça relève de l'état de droit. Lorsque nous disons nous voulons un Congo démocratique, un Congo état de droit, c'est-à-dire c'est permettre aussi que chaque Congolais ait à jouir de ses libertés fondamentales reconnues et garanties par notre Constitution. Que dites-vous à ceux qui pensent que Joseph Kabila fait pareil? Joseph Kabila a permuté des juges. Ça n'a pas posé problème par le passé. Le FCC, les juges n'ont pas réagi de la même manière que les deux dont on parle actuellement. Non, je crois qu'on pense à une jurisprudence, mais une jurisprudence peut-être qui n'est pas de la même portée. Vous savez, je ne sais pas confirmer des choses aujourd'hui. Je n'ai pas été là lorsque les gens étaient permutés. Je crois que vous parlez peut-être de Luzolo Bambi ou de Bagnac ou quelque chose comme ça. Bon, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les juges qui introduisent les recours, j'ai d'ailleurs du mal à citer même leur nom. Je crois un autre c'est Kilomba ou quelque chose comme ça. Un autre Oboulou. Ok, pour vous dire que je ne les connais pas tellement bien. Et alors, les juges évoquent un autre cas. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés, puisque la disposition de la Constitution 150 dernière dit qu'il faut pouvoir les consulter. C'est une des hypothèses. Oui, c'est une des hypothèses. Ils disent qu'ils n'ont pas été consultés. Ça, c'est de un. De deux, ils disent également qu'ils l'ont appris comme tout le monde à la télé, ce jour-là du 17 juillet 2020. Donc, ils ont été surpris comme tout le monde. Ça, c'est de deux. Mais de trois, ils disent aussi qu'ils ont des informations sur que les conseils supérieurs de la magistrature n'a pas été consulté
pour motiver cette décision telle que prévue au niveau de l'article 150 de notre Constitution. Mais est-ce que ça a été le cas avec ce que vous voulez évoquer comme jurisprudence? Je ne pense peut-être pas. Est-ce que Joseph Kabila, à son temps, n'avait pas consulté Luzolo Bambi? Puisque vous vous rappelez qu'il a été nommé à la présidence de la République et Luzolo Bambi n'en avait jamais fait un problème. Il est parti à la présidence de la République, jouir de son nouveau poste convenablement. Le second cas, ça a été la même chose. Ils n'ont jamais porté ça à la place publique, comme ils n'ont jamais introduit des recours. Moi, je suppose, je termine s'il vous plaît, je termine. Je suppose qu'à son temps, les concernés auxquels vous faites allusion auraient été consultés par le chef de l'État à l'époque. Je parle du Rassi Joseph Kabila. Et je suppose également que le Conseil supérieur de la magistrature aurait été consulter pour motiver cette décision de la nouvelle nomination. Et alors, si toutes ces démarches ont été concoctées et réunies, je crois que ça ne pose aucun problème que l'on pense que ce cas-là est nécessairement un cas de jurisprudence par rapport au cas actuel. On va parler du deuxième sujet. Il s'agit de cette démarche de 13 personnalités. Il y a aussi des non-parlementaires parmi eux qui ont entamé des consultations par rapport aux réformes électorales. Ils souhaitent avoir un consensus national par rapport aux élections à venir, les élections de 2023. Même si on en parle, on oublie pratiquement la mandature actuelle. Comment trouvez-vous cette démarche des députés nationaux et certaines personnalités politiques? Monsieur Ambroise, notre position au niveau de notre famille a été claire. Que ce soit au PPRD ou au FCC, nous avons dit tout débat qui relève de la compétence ou des prérogatives des institutions doit se dérouler au sein des institutions. Sinon, nous n'allons pas bâtir un état de droit. Nous n'allons pas bâtir un état véritablement démocratique. C'est-à-dire, l'état de droit et la démocratie, c'est aussi permettre à ce que les institutions de la République puissent jouer pleinement leur rôle. Le cas que vous évoquez, et qui est évoqué par les 13 personnes qui constituent un petit groupe, qui appelle, je crois, à un dialogue qu'ils appellent national, pour les réformes électorales au niveau de la loi et même au niveau de la CENI, je crois qu'ils sont en train d'usurper un peu les prérogatives du Parlement. Ça, c'est un débat purement institutionnel. Et chez nous, FCC, nous l'avons dit, ce débat purement institutionnel doit se dérouler au sein des institutions. Il ne sert à rien de déplacer le débat institutionnel, le ramener soit dans un parti politique, le ramener soit sur la rue ou soit dans un groupe informel de quelques personnalités. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, j'ai terminé, vous l'avez dit tout à l'heure que parmi les 13 personnes, nombreux sont des députés. Mais qu'est-ce qui empêche qu'ils puissent débattre de cette question au sein du Parlement? Il y a déjà une proposition de loi par rapport à Il y a même déjà une proposition de loi. Qui n'est pas alliée. Son auteur accuse la présidente de l'Assemblée nationale. Il y a même une proposition de loi de leurs collègues, je crois, Lutundula, par rapport à cette question. Non, nous ne pouvons pas dire qu'elle est gelée nécessairement, puisque lorsqu'une proposition de loi d'un député a été introduite et qu'elle n'a pas été débattue dans le temps voulu par l'auteur, ce n'est pas nécessairement dire que cette loi a été gelée. Alors, voyons d'abord au mois de septembre, à la rentrée parlementaire, si à cette session, cette loi ne sera pas débattue. Moi, je pense que c'est le moment pour que cette loi soit déterrée, s'il faut le dire ainsi, et être placée sur la table et que l'on puisse discuter de cette loi. Je crois que c'est à ce moment-là que parmi les 13, où je retrouve à peu près une dizaine de députés nationaux, certains sont de l'opposition, d'autres sont même de la majorité, puisque quand je trouve des gens du cash... Henri Lokondo, par exemple, il est même Juvenal. Lorsque je vois les gens du cash, ils sont du pouvoir, mais qu'est-ce qui les empêche de pouvoir discuter de cette question d'abord au niveau de leur famille politique et ramener ce débat jusqu'au niveau du Parlement, puisqu'en principe, le débat du Parlement relaye un peu le point de vue des familles politiques pour que l'on puisse faire une réforme convenable. Au lieu de faire un groupe, s'il vous plaît, c'est important, au lieu de faire un groupe informel comme celui que je vois, puisque ce groupe informel évoque même le cas des dialogues national. Nous avons tellement dialogué dans ce pays qu'à un certain moment, il faut faire taire les dialogues, laisser aussi les institutions agir. Alors, si nous voulons faire tout, ça veut dire qu'un jour, on va trouver sur la rue ou dans un groupe informel en train de discuter d'une proposition de loi ou d'un projet de loi et dire qu'on l'a voté. Il y a ceux qui pensent que leur démarche reviendrait à obtenir d'abord un consensus national par rapport aux réformes
dont il va être question, avoir Ils n'ont d'abord pas un le mandat. consensus. Ils n'ont pas le Et mandat. à partir de ce consensus, S'il vous on amène la question au niveau du S'il Parlement vous plaît, s'il vous pour toucher les lois de la République. Je vous ai dit D'abord tout à les l'heure. consensus, Je vous ai dit tout et à puis les l'heure. débats à l'Assemblée Je vous ai nationale. dit tout à l'heure qu'ils sont nombreux membres des familles politiques. Et parmi eux, il y a même ceux qui sont de la majorité. Nous sommes dans une coalition. S'il y a consensus, comme je venais de le dire, que le débat dans les familles politiques est toujours relayé au niveau du Parlement, mais le consensus est à trouver dans notre coalition. Nous avons besoin de trouver ce consensus au niveau de la coalition. Vous parlez de Lokondo, vous parlez de Mouyaya, vous parlez de Juvenal Moubou. Mais ce sont des membres de notre coalition FCC Cash. Mais qu'il y ramène d'abord ce débat à notre niveau, que nous puissions trouver un consensus, puisque en principe nous sommes majoritaires au sein du Parlement. Et lorsque nous aurons trouvé ce consensus, on va le relayer au niveau du Parlement. Pourquoi ils ont peur de ramener cette décision ou cette discussion au niveau de notre consensus, de notre famille politique? C'est là que nous devons trouver le consensus. Dieudonné Moïse, leur démarche a été quand même a été encouragée par le feu qu'ils ont vu venir à la suite des contestations liées à l'entérinement des Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Il y a eu des marches, il y a eu même des morts, ainsi de suite. Ils voient le feu. Et non, il y a eu une récupération. Non, ce n'est pas le feu. Il y a eu une récupération que vous C'est une récupération politique, s'il vous plaît. Il peut y avoir même des agendas cachés. Je vous parle comme politique. Hein, lorsqu'on parle du dialogue, vous connaissez comment les dialogues se tiennent chez nous. Et vous connaissez comment ils finissent. Que ce soit les concertations nationales, que ce soit les dialogues de Sun City, que ce soit le dialogue de la cité de l'UIA, que ce soit le dialogue de la Senko. Mais qu'est-ce que vous avez vu à la fin? C'est un tableau de partage de postes. Dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Vous ne voulez plus partager vos postes? Non, c'est ce que moi j'ai dit, qu'il y a un temps pour tout. Pendant ce temps ici, je voudrais parler de ceux qui sont d'abord dans la coalition. Ils veulent qu'elle partage encore de postes. J'ai cité ici les membres qui sont dans la coalition. Ils veulent qu'elle partage de postes puisque nous avons déjà avec eux partagé les postes. Je connais même parmi eux là ceux qui sont déjà mandataires dans les entreprises publiques. Mais ils veulent encore qu'elle partage des postes. Donc le partage de postes pour eux alors. Ceux qui sont mandataires quittent être mandataires pour aller au gouvernement. Ou aller où? Mais je pense que c'est anormal. Le partage de postes, si on veut exercer une parcelle de pouvoir ou un poste de responsabilité, on est dans une coalition, faites votre demande au sein de la coalition et les responsables qui sont dans l'organe décisionnel au niveau de la coalition vont pouvoir apprécier votre profil et vos capacités intellectuelles et politiques et morales pour pouvoir vous confier. On a connu trois cycles électoraux dans ce pays. En 2006, c'est un cycle moins bon. En 2011, chaotique. Et en 2018, encore chaotique, selon ce que les acteurs politiques ont dit. Mais est-ce que vous, personnellement, vous ne souhaitez pas obtenir certaines réformes pour ne pas résoudre? Nous sommes d'accord. Je vous l'ai dit tout de suite. Chez nous, dans la famille politique, nous sommes d'accord pour les réformes électorales. Que ce soit sur la loi électorale elle-même, qui pourrait même toucher la Constitution, mais que ce soit sur l'organisation et même le fonctionnement de la CENI. Nous sommes d'accord. Mais nous refusons le déplacement de ce débat purement institutionnel vers un autre lieu informel. Vous êtes m'assurant votre majorité numérique à l'Assemblée nationale parce que vous savez que vous allez peser de votre poids pour mais c'est ça l'avantage. Comme on a toujours accusé au FCC de tailler sur mesure les lois de la République. Ce n'est pas le débat du FCC seul, puisque cette majorité parlementaire n'est plus la majorité du FCC. C'est une majorité de la coalition, s'il vous plaît, M. Ambroise. Réfixons les choses. Mais on reconnaît quand même cette majorité d'avoir beaucoup de députés. Plus oui, de 300 nous pouvons avoir beaucoup de députés, mais nous les avons déjà versés dans une coalition. Et cette coalition est au service des institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Je crois que c'est même le lieu que je puisse évoquer, ce que j'entends toujours dans les opinions différentes, et même que je n'apprécie pas souvent. C'est que l'on voudrait dresser l'institution président de la République contre l'institution Parlement. Peut-être puisqu'on voit que le FCC a beaucoup de députés là-dedans. Non, mais nous ne sommes pas présents à la présidence de la République. Et c'est pour autant que nous, FCC, nous devons nous dresser contre l'institution président de la République. Je crois que nous avons décidé en âme et conscience d'être dans une coalition, de diriger ce pays dans une coalition. Et nous y restons jusqu'à preuve de contraire. Je vous l'avais dit autrefois que ce pays n'a de salut qu'à travers la stabilité
et le fonctionnement convenable, harmonieux de cette coalition. Il faut que cette coalition fonctionne pour qu'il y ait stabilité de nos institutions et la paix dans ce pays. Nous l'avons accepté en âme et conscience. Mais pourquoi les gens veulent dresser l'institution président de la République contre l'institution Parlement? Il s'agit des institutions qui doivent fonctionner harmonieusement puisque nous sommes dans un système semi-présidentiel où le pouvoir n'appartient pas totalement ni au président de la République ni au Parlement. C'est un pouvoir partagé. Pourtant, on voit toujours des tensions dans cette coalition-là. Oui, mais le président de la République, j'ai aimé sa sagesse lorsqu'il était à Brazzaville. Il a dit toutes ces tensions, c'est des tensions inhérentes à toute coalition. Nous sommes dans une expérience inédite, je vous le dis bien. Nous n'avons pas encore peut-être expérimenté ce que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Nous l'avons peut-être fait un peu très mal au début de notre indépendance, vers les années 60, avec Assavou Lumumba. Bon, vous savez la suite. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà matures. Nous ne sommes plus ces Congolais politiques de 1960. Nous sommes des Congolais politiques de 2020. Donc, nous sommes à mesure de nous supporter, nous sommes à mesure de nous dépasser pour l'intérêt de la République. Je vous pose une question directe. Nous devons aller ensemble, et le chef de l'État l'avait dit, tout ce qui arrive, ce sont des tensions normales, inhérentes à toute coalition, et sont des soubresauts qui finiront par passer. Mais nous sommes décidés à être ensemble. Vous l'avez d'ailleurs dit, que nous ne devons pas tendre vers une rupture de cette coalition. C'est une coalition qui doit exister. Et je pense que même les combattants de son parti politique l'avaient écouté. Puisque c'est souvent de ce côté-là nous avons ces gens de son parti. Je vous pose une question directe. La loi actuelle qui organise la CENI, sur la composition du bureau de la centrale électorale donne 6 membres à la majorité. Aujourd'hui, vous êtes en coalition, 6 membres. Si on vous demandait de vous partager les 6 postes, vous allez vous partager 50-50. Vous avez le président avec le vice-président. Vous allez vous partager 50-50, 3 contre 3, Cash prend 3 et le FCC prend 3. Parlons convenablement. Les 6 membres, c'est-à-dire vous avez le président, vous avez le vice-président, vous avez le rapporteur adjoint, vous avez le questeur adjoint. Mais tous les 6 membres ne sont pas de la majorité. Il y a un qui est de la société civile. Non, je parle d'abord des 6 membres. Je ne parle pas encore au niveau des postes. Non, vous parlez du bureau. Vous parlez du bureau. Ce ne sont pas 6 postes, c'est 5. Vous avez le président qu'il faut enlever puisque lui vient de la société civile, des confessions religieuses. Donc ce sont les 2 autres qui sont de la majorité et de l'opposition. Même là-dedans, comment vous allez vous partager ça? S'il vous plaît, c'est bien de clarifier. Même les 5 qui restent ne sont pas tous de la majorité. Je crois qu'il y en a 2 de l'opposition et peut-être 3 de la majorité. Non, il y a 4 de l'opposition. Non, il y a 13. Il y a 6 membres du bureau. Je pas de la plénière dans l'ensemble. Je pas de l'ensemble. Okay. Mais vous étiez en train de parler du bureau. Je pas de l'ensemble. Ah, ok. Au niveau de la plénière, vous avez 13 membres. Et au niveau de la plénière, où vous avez 13 membres, vous avez un quota précis pour la majorité. Ça fait 6. Même, s'il vous plaît, tout à fait. Et au niveau du bureau, nous avons aussi un quota précis pour la majorité. Et cette majorité aujourd'hui est symbolisée par quoi? Elle est portée par la coalition FCC cachée. Et les discussions, nous avons un comité de suivi de toutes ces discussions. Nous nous retrouverons pour parler. Mais comment on a partagé les postes au gouvernement? Puisque le gouvernement est entièrement de la majorité. Mais nous avons réussi à nous partager les postes. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème. Nous avons dernièrement partagé les postes au sein des entreprises publiques. Ça n'a pas posé problème, ou du portefeuille de l'État. Donc, de la même manière que nous l'avons fait à tous les niveaux, au niveau du gouvernement de la République, au niveau, dernièrement, des entreprises du portefeuille de l'État, nous les ferons également dans toutes les institutions, y compris la plénière et le bureau de la CENI. Ça, c'est l'entendement chez nous. Mais nous pensons aussi que c'est de l'opposition vont faire la même chose puisqu'ils ont aussi des quotas là-dedans, mais la société civile fera aussi la même chose puisqu'ils ont aussi un quota là-dedans, contrairement à ce que nous avons déjà entendu avec la désignation du président. Parmi les 13 personnalités qui sont en démarche pour un consensus national que vous n'approuvez même pas, il y a quand même nous ne soutenons pas ça, c'est une démarche biaisée. Quelqu'un qui y a quand même initié une réforme électorale dans le sens de ramener la présidentielle à 2 tours. On a parlé du député Lutundula. Ramener la présidentielle à 2 tours. Est-ce que actuellement vous êtes d'accord avec cette proposition pour que les présidents... Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question, mais pour vous dire que cette démarche d'abord est anticonstitutionnelle. Cette démarche énerve les lois de notre pays et même la Constitution de la République. Il faut laisser les institutions jouir de leurs prérogatives de manière constitutionnelle. Et lorsque j'entends que tous ces
toutes ces personnalités ont été voir X, Y, Z, je crois que c'est de la supercherie. Ce n'est pas normal. C'est un peu aussi, un peu frôlant l'escroquerie politique, puisque j'ai entendu qu'ils ont été tel part, tel part. J'ai même entendu qu'ils auraient introduit une demande auprès de l'autorité morale du FCC. Et bon, vous ne souhaitez pas qu'ils les reçoivent? Non, il a le droit soit d'accepter leur demande ou de refuser. Il a le droit, puisqu'en principe, je ne peux pas agir à sa place. Mais s'il peut, moi, me demander, comme vous l'avez dit, si le président Félix Tshisekedi me demandait de lui donner un conseil, vous pouvez me poser la même question. Refus total. Si Joseph Kabila peut me poser cette question, de lui donner un conseil par rapport à cette demande, de le rencontrer de ces groupes de 13, moi je dirais non. Puisqu'à ce moment-là, il aura contribué à ce qui est informel et qui énerve les lois de la République. Et tel que je le connais en tant que démocrate et respectueux des lois du pays, il ne pourra pas cautionner une telle demande. De la présidentielle. Donc moi je dirais carrément non. Alors, le retour de la présidentielle, c'est un débat, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes partis, nous étions d'abord à 2 tours. Mais vous n'allez pas dire que ça peut effrayer le FCC. Le FCC qui est essentiellement constitué des députés qui ont été dans l'AMP et qui ont été dans l'AMP. Mais c'est avec nous, AMP, que nous avions mis 2 tours. Rappelez-vous, lors du référendum de 2005, nous étions en train de soutenir 2 tours. Et lorsqu'en 2011... Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc les deux sont nos sentiments. Les deux sont nos sentiments et chaque sentiment a tenu compte des circonstances du moment. Lorsque nous étions en 2006... A tenu compte de certains calculs, un certain calcul politicien. Mais vous pouvez nous le concéder, nous sommes politiques, nous devons avoir des cas de politique. Mais comment? Nous ne faisons pas le contraire. Et il n'y a aucun politique qui fait le contraire de ce que nous faisons. Au moins vous reconnaissez que c'était un calcul. J'ai toujours été honnête. Que nous pouvons faire un calcul politique puisque nous sommes politiques et les autres politiques font les mêmes calculs. Ils font toujours les mêmes calculs. Comme les calculs qui s'est fait à la Cour constitutionnelle avec ces 2 juges qui refusent je vous le concède, je vous le concède. Donc, à chaque moment, nous avons eu une position et une position favorable à l'intérêt de la République. En 2005, nous avons dit pour la Constitution, il faut 2 tours. Et d'ailleurs, c'était relayé de l'accord global inclusif de Sun City, où nous étions là, en tant que gouvernement, à ce moment-là, composante gouvernement, nous avions pesé de tout notre poids pour dire qu'il faut une élection présidentielle à 2 tours. Mais lorsque nous arrivons en 2011, nous disons que c'est aussi possible que nous puissions aller à un seul tour. Nous l'avons fait. Donc aujourd'hui, si on nous dit qu'il faut rentrer à 2 tours, ça sera un débat démocratique. Ça ne nécessite pas un groupe informel. Qu'on ramène ce débat au niveau de l'institution Parlement, nous allons pouvoir en découdre et débattre, motiver chaque argument et finalement, c'est la majorité qui va gagner puisque la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. Dans un récent communiqué, bien sûr, avec protection de la minorité. Dans un récent communiqué, l'UFCC prévient le glissement. Pourquoi le FCC prévient-il le glissement? Mais puisque le FCC entend parler du glissement. Ah, il entend parler de qui? Oui, même vous êtes de la presse, vous l'entendez. Oui, mais il y a des partenaires, je ne vais pas même loin. Je ne voudrais même pas parler de l'opposition. Je parle des partenaires politiques qui parlent du glissement, qui ne parlent plus de 2023, qui parlent de 2026, 2024, 2030. Bon, moi, je voudrais qu'ils parlent même de 2100. Pourquoi il peut parler de 2030? Vos partenaires au sein de la coalition? Non, mais nous sommes partenaires avec eux au niveau de la coalition. Mais nous pensons que le chef de l'État n'apprécie même pas cette démarche, puisqu'il est démocrate. Il ne peut pas apprécier cette démarche. Mais peut-être que c'est un ballon d'essai, je ne sais pas. Mais ce ballon d'essai ne peut pas passer, puisque c'est un comportement, une proposition qui ne cadre pas avec les réalités politiques du pays. S'il vous plaît, c'est important qu'on le dise. D'ailleurs, lorsque j'entends ce genre de propositions ou des ballons d'essai venant de nos partenaires, j'ai tendance à tomber à l'envers, puisque je suis en train de me demander, au début d'un mandat de 5 ans, vous êtes encore en 2020, vous n'avez fait qu'environ 1 année, mais vous êtes en train de projeter déjà un glissement. Comme si on vous a mis dans les institutions pour réfléchir, pour ne réfléchir que glissement. Mais c'est malheureux, s'il vous plaît, M. Ambroise. Il faut qu'on le dise. Ça fait pitié. Les gens sont dans les institutions, cachent comme FCC pour diriger ce pays et chercher le bonheur de la République, chercher le bonheur du quotidien du Congolais. Pas pour réfléchir déjà pour un dépassement. Un dépassement pourquoi? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui un dépassement? Il n'y a rien qui motive un dépassement. Le Covid est partout, nous l'avons vu partout.
pendant ce temps-là que le Covid était en train de sévir au Burundi, il y a eu élection, vous savez, avec installation même d'un président venant d'une autre famille que celle d'un autre président qui n'était pas l'ancien, Nkurunziza le fait. Mais vous avez aussi suivi au Mali, on a eu des élections pendant toujours cette période de Covid, la pandémie. Donc ça ne peut pas être une raison, surtout que la pandémie est en train de rester derrière nous. Et nous avons encore à peu près 3 ans et demi devant nous. Et vous allez parler, non, il faut reporter. Pourquoi reporter? S'il vous plaît, M. Ambroise, c'est pour cela que l'EFCC a eu le temps de hausser les tons et dire nous ne pouvons pas participer même à des discussions de la réforme ou des réformes électorales, mais qui ont tendance à nous amener à un glissement. Nous n'allons pas accepter, je vous le dis bien, et je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais répéter que le FCC ne cautionnera jamais toute tentative d'un glissement quelconque. Les élections de 2023 doivent être tenues et d'ailleurs, nous avons même exigé que nos députés ne puissent voter le budget 2021 que lorsqu'ils verront là-dedans inscrites les lignes de crédit prévoyant l'organisation des élections. C'est maintenant que nous devons commencer à approvisionner ces lignes de crédit pour qu'en 2023... C'est votre Premier ministre, le Premier ministre FCC. Oui, mais le Premier ministre FCC, il n'agit pas seul. Il n'agit pas seul. Il y a des ministres du FCC, il y a des ministres aussi de l'opposition, mais nous pensons que le débat va se passer au niveau du Parlement, et au niveau du Parlement, notre mot d'ordre est clair par rapport à nos représentants au niveau du Parlement. On ne votera un budget que lorsqu'il y aura des lignes claires qui alloue des fonds à l'organisation des élections. On a pratiquement fini. Que répondez-vous à ceux qui disent que le FCC n'a pas droit de parler du glissement parce qu'il a glissé lui-même en 2016? S'il vous plaît, les circonstances ne sont pas les mêmes. S'il vous plaît, il faut qu'on les dise. En 2016, nous avons glissé. Vos circonstances sont absolues. Non, les circonstances ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il n'y a rien qui le justifie. Rappelez-vous qu'en 2023, nous avons un problème réel avec les M23 à l'Est qui était en train de sévir. Non, en 2016. Oui, en 2016, oui, en 2016. Je parle de 2016, s'il vous plaît. Donc nous avions le M23 qui était en train de sévir et il y avait des fonds pour soutenir cette guerre. Mais nous avons aussi un problème en 2016 puisque le fichier électoral que nous avions était dépassé. Rappelez-vous de cet audit de l'OIF, qui était même soutenu, je crois, par d'autres organisations comme le NDI aussi, je crois. Mais pour dire il faut nécessairement actualiser le fichier électoral. Et c'est pour cela que nous avons procédé à l'actualisation de ce fichier électoral qui nous a pris tout le temps, pratiquement les 2 ans, pour qu'on se retrouve avec des élections. Donc s'il y a des raisons, s'il y a vraiment des raisons valables... Mais il faut qu'il y ait des raisons valables. Et aujourd'hui, il n'y en a pas. Ah oui, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais s'il y en a, parce que 2023, c'est d'ici 3 ans... Je ne suis pas prophète de malheur. S'il y a des raisons valables, on pourrait glisser. Et vous allez l'accepter. Nous ne sommes pas prophètes de malheur, s'il vous plaît. Je vous le déconseille, M. Ambroise. Nous ne devons pas prophétiser le mal pour notre pays. Nous pensons qu'après la Covid, nous n'aurons plus un autre mal et nous allons aller vers la tenue des élections de 2023 dans les bonnes conditions. Il ne faut pas que toujours on ait des ondes négatives pour la République. Non, c'est notre République, nous n'avons que celle-ci, nous n'en avons pas une autre. Le FCC est en train de lorgner encore la présidence de la République. Mais c'est un droit. C'est un droit le plus légitime et reconnu par la Constitution, garanti par la Constitution. Tout Congolais, de partout où il se trouve, au FCC, au Cache ou dans la Mouka, a le droit civique de briguer un mandat à tous les niveaux. Merci. Donc c'est un droit civique reconnu et garanti par la Constitution. Nous avons fini. Merci. Merci, monsieur. Merci pour l'invitation. Dieudonné Moïse, nous rappelons que vous êtes membre du Conseil national du PPRD, député national honoraire du PPRD, communicateur du FCC. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Mesdames et messieurs, nous avons fini cette émission Table Ronde. Nous vous disons merci parce que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Nous allons vous retrouver prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.